Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui. Les vrais enjeux. Les vraies questions. La criminalité, c'est un cycle. Et tu vois, le nouveau procès va se dérouler sans qu'aucun témoin ne se présente à la barre. L'histoire des criminels racontée par l'unique journaliste d'enquête, Félix Séguin. Bonjour Félix. Bonjour Mario. Je vais qualifier ça d'une stratégie risquée pour la FTQ Construction de se lancer, bon, évidemment, qui sont pas contents contre le journal, contre le bureau d'enquête, d'avoir eu les comptes de dépenses exposés, puis les scotch à 55$, puis là, aujourd'hui, c'est les pick-up, les camionnettes fournies à plusieurs de leurs membres. Mais là, on se dit, OK, mise en demeure, poursuite judiciaire, on veut partir en guerre contre le journal. C'est assez curieux. Le Journal de Montréal, le bureau d'enquête duquel je fais partie, Jean-Louis Fortin, Sarah Maud Lefebvre, nous ont amené, il y a quelques semaines, une enquête nickel. Comme les anglophones diraient quand ils parlent de journalistes, là, basée sur des hard facts, des faits inaliénables, indiscutables, c'est-à-dire les comptes de dépenses de certains membres de l'exécutif. Facture à l'appui. Et ça a démontré, au fond, ce que la FTQ Construction fait avec l'argent de ses cotisants. Il y a 300 000 travailleurs de la construction au Québec. C'est la FTQ Construction qui en représente le plus, 70 000. L'argent des comptes de dépenses et l'argent qui est dépensé par l'exécutif, c'est l'argent qui est prélevé sur la paie des travailleurs. Alors là, il y a une nouvelle série de reportages ou un nouveau reportage maintenant qui porte sur les camionnettes que se font payer les membres de l'exécutif aussi de la FTQ. Certaines camionnettes de luxe, à 80 000 pièces, là, hein, c'est de luxe, là, avec des options, puis tu sais, amène-en, puis tout ce que tu voudras. C'est la seule centrale syndicale qui procède ainsi. Ben, imagine-toi que 2 jours après que nos très vaillants journalistes aient posé des questions sur ces autres dépenses du syndicat, ben, ils ont reçu une mise en demeure. Alors, Mario, les enjoignants n'ont pas publié. Dans le fond, les enjoignants n'ont pas publié les informations. Puis de cesser de publier. Je veux dire, en fait, ce qu'elle contient, en gros, cette mise en demeure-là. Et je cite, la mise en demeure, nous estimons que, en tentant de soulever à nouveau la question des politiques internes de remboursement de dépenses dans un éventuel article, alors que la question a déjà été soulevée, le Journal de Montréal agirait de manière harcelante et abusive. Autre citation, blablabla, préambule, là, mais à partir du moment que vous êtes informé de ces faits, d'ailleurs, faute de syntaxe dans ça, puis de forme, votre travail journalistique d'informer le public a été complété. Mario, mais j'ai jamais vu ça. Non, mais c'est comme si dans un ministère, il y avait du gaspillage. Mettons, je sais pas, au ministère des Transports, il y a du gaspillage. Puis si tu as parlé du gaspillage du matériel de bureau, la semaine d'après, tu pourrais plus écrire un article sur le gaspillage des véhicules. Parce que là, tu as déjà écrit là-dessus une fois. Là. Oui, et non pas que ça. Est-ce que la FTQ Construction puis le cabinet d'avocats qui a été mandaté par la centrale syndicale, ce sont les rédacteurs en chef du Journal de Montréal? Ou du bureau d'enquête, qui disent qu'eux autres décident là, que tout est consommé, c'est fait. On parle plus de ça. C'est Danny Doucet, le rédacteur en chef du Journal de Montréal. C'est choisi de publier là-dessus. Puisque tu le nommes, je vais me permettre de dire qu'il n'est pas tellement le genre de type qu'on fait taire avec des mises en demeure. Pas tant. D'ailleurs, la question des mises en demeure, parenthèse dans notre conversation, c'est 13 à la douzaine pour les journalistes là, en 2025 puis en 2024, puis au cours des dernières années. Les gens de qui on expose parfois les actions soit douteuses, soit répréhensibles, soit non éthiques, font la queue pour nous en envoyer. Alors, réglons le fait là, que la mise en demeure, ça ne nous énerve pas une tonne, et surtout pas Danny Doucet. Voilà, parenthèse fermée. Maintenant, mes questions. Est-ce que Magali Picard, la présidente de la FTQ, de la grande centrale syndicale, est-ce qu'elle a avalisé cette décision-là de sa FTQ Construction de décider qu'elle se portait comme ça, là, puis s'installait là, au haut de tout ça, puis dit, vous allez arrêter de publier, vous, les médias? Je rappelle que son syndicat défend aussi des gens des médias. Chose. 2, par qui est conseillé la FTQ Construction pour procéder ainsi? Ça m'apparaît d'abord abusif, le mot est faible. Autre affaire, le cabinet d'avocats
le cabinet d'avocats qui a décidé de nous envoyer cette mise en demeure-là, est-ce qu'il y a pensé 2 secondes? C'est un cabinet d'avocats. Je regardais tantôt, là, c'est quoi leur fonds de commerce à ce cabinet en question. Il s'appelle Rivet-Schmidt et font des relations de travail. Hein? Font des relations de travail. Moi, je suggère au cabinet Rivet-Schmidt qu'ils doivent facturer quand même un bon montant là, pour ça. À moins qu'ils aient une entente au volume là, avec la FTQ Construction, je veux présumer de rien, je l'ignore. Mais si les avocats de chez Rivet-Schmidt veulent me consulter pour que je leur dise un peu comment ça fonctionne dans les médias, je leur chargerai pas une scène. Ça va me faire plaisir d'avoir une discussion d'une demi-heure avec eux pour leur expliquer. Mais je rappelle une chose qui, pour moi, est fondamentale. C'est des questions que j'ai posées depuis des années. Là. Si tu es dans une association de cotisation volontaire, un club chasse et pêche, toi, tu vas en faire partie, tu payes ton 20$, tu deviens membre. Bon, là, c'est une chose de dire, regarde, là, s'il gaspille l'argent. Dans le cas des syndicats, ils ont un niveau de responsabilité supplémentaire. Je suis pas en train de dire qu'une enquête journalistique pourrait pas se faire sur mon association chasse-pêche, ça pourrait se faire quand même. Mais tu aurais toujours l'option de dire, regarde, toi, si tu penses qu'il gaspille ton argent, retire ton membership, paye plus ton 20$ l'année prochaine. Tu as toujours l'option de te retirer. Pas dans les syndicats. Parce que c'est une cotisation à la source, prélevée à même la paye. L'employé touche même pas l'argent puis il leur fait un chèque après. L'employé, il touche jamais à cet argent-là, c'est prélevé à la source. Donc, à mon avis, doublant, quadruplant l'importance qu'un journal ou qu'une entité capable de fouiller, enquêter, voir où va l'argent, l'expose au public et notamment l'expose aux membres. C'est ça aussi. Ce que la formule RAND oblige, c'est ça aussi. Alors, le prélèvement à la source, presque comme l'impôt, sincèrement, c'est presque le même statut que l'impôt. C'est des fonds publics, là, dans le sens qu'ils sont privés parce que le syndicat est de nature privée, là, mais ils sont prélevés à la source sur la paye des membres. Ben oui. Alors, c'est quoi, donc, le travail des journalistes? En général, là, c'est d'enquêter sur les décideurs, les gouvernants, les gouvernements, leurs dépenses et ce qu'ils font avec l'argent qu'ils prélèvent, exemple, de nos impôts. Alors, le parallèle, dans ce cas-ci, il est le plus juste qu'il ne pourra jamais être, Mario. Bon. Puisque c'est obligatoire de faire partie d'un syndicat de la construction pour travailler au Québec, est-ce qu'on peut dire aux médias, ben voyons, nous, dans le grand ensemble que vous enquêtez là, à cœur de jour, puis on sait là, que la diffusion d'informations au Québec, si on compare aux États-Unis, si on compare, c'est assez opaque. Là. On s'évertue à enquêter là-dessus, à trouver des sources pour avoir des informations. Dans le cas de la FTQ, des comptes de dépenses. Alors, raison de plus. Tu sais, eux autres, pour moi, ils appartiennent, en tout cas dans ce cas-ci, là, je les situe au même niveau que si on faisait une enquête sur le gouvernement, parce que les travailleurs n'ont aucune question, à part en assemblée extraordinaire une fois par année, à poser sur nécessairement qu'est-ce qu'on fait avec leur cotisation. Nous, on pose des questions aujourd'hui à la place du gars qui s'en va, qui met ça dans son sandwich, dans sa boîte à lunch ou son thermos, puis il s'en va travailler. Puis mon Dieu, à quoi ça a servi ces cotisations-là? Ben, j'ai une bonne nouvelle pour eux autres. Ça a aussi servi à claquer des frais d'avocat pour nous dire qu'est-ce qu'on devait publier ou non. C'est incroyable. Mais, conclusion de notre discussion, ils ont envoyé une mise en demeure pour pas que ce soit diffusé. Et l'histoire des pick-up est à pleine page. est à pleine page dans le journal ce matin. Donc, la mise en demeure a obtenu sa réponse. Bon, retour sur le Canada. On avait, dans l'entente avec Trump, on avait dit que le Canada allait faire comme les États-Unis et mettre les cartels. On avait dit les cartels mexicains, les cartels de la drogue sur la liste des entités terroristes. Alors là, la liste est sortie de quelles? Parce que c'est une chose de le dire en général, mais il faut spécifier ensuite de quelles organisations on parle. Oui, justement. Alors, cette fois, là, puis tu ne m'y prendras pas 2 fois, mais je pense que le gouvernement du Canada puis le ministère de la Sécurité publique a fait un travail d'éducation assez bon, qui se compare au travail de la DEA américaine qui met en ligne plusieurs informations sur les activités criminelles qui soupçonnent être attribuées au cartel. Alors,
les cartels que le Canada a décidé de placer sur la liste des entités terroristes, ils jouent un rôle central dans la production de drogue, bien sûr. Je pense que vous l'avez vu dans l'émission JE là, tout récemment. Puis on en nomme certains. Et ce qui est bien intéressant dans ça, c'est qu'on détaille leur niveau d'activité. Il y a le cartel du Golfe. C'est probablement l'un des plus importants dans le nord du Mexique, différentes factions. Et puis, là, il y a la famille Michoacán. La famille Michoacán, on en parle un peu moins dans l'état du Michoacán. Et donc, c'est un cartel qui partage une idéologie fondamentaliste chrétienne. Ça, je suis persuadé qu'il y a peu de gens qui le savaient, là. Ça met l'accent sur leur droit divin de mener leurs activités. T'imagines? Puis leurs activités. Fait qu'ils sont mandatés par Dieu pour vendre de la drogue. Exact. Hein, alors, c'est intéressant, un peu comme les Américains, la Mara Salvatrucha, le MS-13, le fameux MS-13, là, qui est un gang extrêmement violent au Salvador, mais qui n'est pas né au Salvador, qui est né dans les rues de Los Angeles. Mais disons, là, l'incubation de ce gang-là, c'était à Los Angeles, puis le développement beaucoup plus au Salvador. Un gang qui a la vie très dure, hein, présentement, là, parce que le groupe a développé des camps de formation, exemple de style militaire. Ils sont armés aussi avec des fusils de type militaire. Puis, sauf que là, avec les nouveaux dirigeants du Salvador, on a décidé de mettre fin un peu au party, puis ça commence à fonctionner. Il y a un état d'urgence déclaré dans le pays. Le cartel de Sinaloa, vous le connaissez. Évidemment. On en a parlé à l'émission JE récemment. Le cartel uni, le cartel Asunidos, les cartels unis. Ça... moi, ce que j'aime bien souligner dans ce cartel-là, c'est qu'en décembre 2024, ils ont tué 2 soldats de l'armée après avoir posé des mines terrestres. Ça veut-tu dire qu'ils sont équipés ou pas? Il y a le train de Aragua aussi, donc plusieurs autres cartels qu'on connaît un peu moins. Le cartel de Jalisco Nouvelle Génération, c'est peut-être avec celui de Sinaloa un peu plus connu. Et faites à noter, je termine là-dessus. Dans la question migratoire du Mexique vers les États-Unis, puis dans une certaine mesure, un peu aussi, là, même des États-Unis vers le Canada, certains des cartels que je viens de nommer sont impliqués. Ils ont la main trempée là-dedans jusqu'au coude, toujours selon le même document du ministère de la Justice. De la Sécurité publique, pardon. Ouais, mais le gouvernement canadien, comme on dit, les cibles comme étant des organisations terroristes. Maintenant, il reste à voir parce qu'ils étaient déjà connus, ces noms-là étaient déjà connus et leurs activités étaient déjà criminelles. Qu'est-ce qu'on va faire de plus pour les combattre? C'est peut-être la question qui va être à suivre dans les mois à venir. Félix, merci. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée.